Bonjour à tous. Je m'appelle Nicolas Godelet, je suis architecte et ingénieur et j'ai le plaisir aujourd'hui de partager des expériences et surtout aujourd'hui parler un peu de la diversité des pratiques que les architectes, jeunes architectes peuvent atteindre pour éveiller la curiosité qui permettra d'apprendre toute une vie. C'est vraiment important dans notre métier pour travailler avec passion longtemps et pour inspirer la confiance, puisque je voudrais dire à tous les architectes stagiaires et les architectes qui débutent que les architectes belges s'exportent bien, que notre enseignement et notre professionnalisme est reconnu dans le monde entier. Alors, bien sûr, je vais parler des engagements très rapidement, mais vous devez vous engager tous, je pense, dans la construction écologique. On a des problèmes d'émissions sur notre planète, tout le monde le sait, mais il va falloir s'y atteler. C'est un début du 21e siècle. Il y a des buts liés à la durabilité, puisque l'architecture durable se décline avec énormément de sens différents, et vous devez vous positionner sur ce sens, travailler sur les matières et repenser les techniques. Le bureau que je dirige ou que je gère est plutôt une plateforme. Donc, nous sommes une NG Lab, est une plateforme internationale, mais qui est très petite. C'est un bureau belge, mais qui a des antennes en Europe et en Chine, notamment en Asie. Nous travaillons sur le planning urbain, le paysage, l'architecture, l'ingénierie, la mobilité, très importante, et la recherche en matériaux. Notre plateforme est très horizontale et regroupe à la fois des chercheurs, des architectes, des professionnels du design, des consultants, mais aussi des entrepreneurs et des artisans. Et je pense que c'est cette flexibilité, cette ouverture de la plateforme qu'on a mis en place qui nous permet d'avoir accès à des projets passionnants. Et vous allez le voir pas toujours dans un aspect durable, global, mais on essaye à chaque projet d'avoir une certaine durabilité. Et la durabilité, elle se décline dans beaucoup de sens. En fait, on doit être transversal pour travailler la durabilité. Et je pense que c'est pour cela aussi que nous avons sans cesse étendu nos champs d'action pour pouvoir travailler sur la société, les habitudes, euh, l'eau, les matériaux, la géographie, l'architecture bien sûr, mais travailler dans son temps dans un lieu et en refusant automatiquement le style architectural propre à un architecte. C'est-à-dire que nous pensons qu'il est impossible, euh, au XXIe siècle en tout cas, de pratiquer un style, mais plutôt une stratégie et des méthodologies qui sont en accord avec l'environnement, évidemment, suivant pour nous une, euh, une quadrature de protection de l'environnement, qui profite en toute architecture, tout projet, des bénéfices de cet environnement, euh, qui donne des bénéfices à l'environnement et qui protège la société. Euh, cette recherche et cette philosophie, pour moi, a été le sujet d'une étude euh, lorsque j'étais chercheur à Bureau Architecture et Climat à Louvain-la-Neuve et m'a renforcé dans mes convictions. Alors, on va parler de capture de carbone, de réutilisation, de cycle de vie, d'économie. C'est très important parce qu'un projet, si chouette soit-il, ne peut exister que s'il est économiquement viable. On va travailler sur la tech, donc pas de tech, low tech ou du high tech en quantité restreinte. On va parler d'héritage. Et là, on parle d'héritage tangible ou intangible, en fait, de données qui doivent être à la fois, on va dire, culturelles et de données mesurables. Donc, le mesurable et l'immesurable sont importants dans tous les projets que nous voulons faire
Alors, en tant que praticien de l'espace, la connaissance des matières est essentielle pour nous et les 6 éléments sur lesquels on travaille doivent absolument être maîtrisés, que ce soit, puisqu'on passe dans l'architecture de l'herbe, l'architecture du bois du 21e siècle, on a des connaissances à avoir sur la fibre, mais également sur la terre, le métal qui peut être utilisé en faible quantité, en tout cas des lieux clés d'un projet, le verre qui nous apporte la lumière, les produits recyclés qu'il va falloir recycler de plus en plus, et bien sûr l'énergie, qui est une matière euh, extrêmement importante à transporter, à stocker et à minimiser dans nos projets. Je vous ai dit, le bureau NGLab est une plateforme ouverte. On est un groupement d'indépendants. Il y a très peu d'employés et on se réunit tous pour fabriquer des projets particuliers. C'est-à-dire que dans le process de choix des projets, on vote un projet arrive, on le vote et l'équipe qui est intéressée par le projet le fait. Si personne n'est intéressé, on ne le fait pas. On va voir aujourd'hui des projets qui se retrouvent en Belgique, en Hollande, en Chine notamment. Je vais peu parler du Japon. Je ne vais pas parler de tous les projets qu'on a faits, mais je vais essayer de décliner euh, les diversités de projets qu'on a réalisés pour vous dire que le métier est tellement vaste et que vous allez pouvoir apprendre toute votre vie. Et c'est ce que je souhaite en tout cas à chacun des architectes, c'est de continuer à apprendre. Euh, alors pourquoi l'Europe-Asie? Parce que pour nous, c'est un plateau. Je peux marcher de Belgique jusqu'à Pékin. On est sur la même terre et nous avons intérêt à travailler sur ce grand plateau, à travailler en commun et à tisser des liens, des ponts entre toutes les cultures qui traversent notre plateau indo-européen, en tout cas entre Asie et Europe. C'est une question de survie de notre société et de notre stabilité. C'est mon avis personnel en tout cas. Et c'est pour la raison que j'ai personnellement étudié la langue chinoise et les écritures orientales pendant quelques années, pour être clair, 6 ans, en plus de l'architecture et de l'ingénierie. Et vous allez vous remarquer tout de suite que entre le phénicien, donc qui a 5000 ans maintenant, donc on se trouve à moins 3000 avant Jésus-Christ, et les écritures anciennes chinoises, il y a énormément de points communs parce qu'on est dans l'idéogramme. Euh, pour ceux qui ne savaient pas, par exemple, la lettre A, Aleph en phénicien, est une tête de bœuf, ça veut dire bœuf, donc Aleph. Et quand vous la retournez, vous obtenez la lettre A. Notre alphabet vient bien des idéogrammes et nous avons quelque part, depuis 5000 ans, une sorte de base commune pour exprimer les choses. Euh, c'est important pour moi de comprendre cela. On va voir que dans la lettre B, par exemple, qui veut dire maison en phénicien, que la vue est vue en plan. On a bien le plan d'une maison à 2 pièces, euh, que les Grecs ont retourné, les Latins à nouveau, pour trouver la lettre B. Mais qu'en Asie, on voit en coupe. C'est pas du tout la même base. On travaille en bois. Chez nous, on travaille en terre, en pierre, minéral. En Asie, on travaille en bambou, en bois. On travaille en coupe, on travaille en élévation. Et les choses importantes sont le sol, la structure qui porte un toit et l'espace qui est entre les deux. On voit qu'il y a des similitudes et des réponses différentes euh, à l'expression de l'espace sur notre plateau Europe-Asie. Alors, on va se balader aujourd'hui un peu, c'est un peu ça l'idée, c'est de se balader dans des projets. Et je vais vraiment vous balader dans des environnements très, très différents, des projets très différents. Et j'espère que vous allez y prendre plaisir. Euh, la ville, pour moi, se décline suivant différents thèmes. Et là, je vais parler de culture. Bien sûr, je vais parler des projets qu'on a réalisés. Et je vais commencer par un projet de jeunesse que j'ai réalisé alors que en 2003 jusqu'à 2005, j'ai eu la chance de travailler sur l'Opéra national de Chine à Pékin avec l'architecte Paul Andreu, l'ingénieur Bernard Viry. C'était le début de ma pratique d'ingénieur. On se trouve sur un lac et pour y rentrer,
on passe sous l'eau. Mon travail a surtout été de réaliser techniquement cette galerie sous l'eau. Vous voyez qu'on est sur une structure extrêmement légère, en poutre à caisson soudée. La structure est posée sur des billes de 7 cm et tout cela répond à des contraintes sismiques euh, importantes, puisqu'on va jusqu'à degré 8, 9 en sismique. Donc vous pouvez imaginer la complexité de devoir travailler sur cette structure. Bien sûr, la lumière est l'essentiel du projet et vous pouvez voir qu'avec de l'eau au-dessus de nos têtes, la lumière danse dans ce projet. Tout ça pour arriver dans cette grande bulle qui reprend un opéra, un théâtre et une salle de concert. Euh, Ce qui est intéressant dans ce projet, techniquement en tout cas, c'est c'est la qualité qui a pu en sortir. On travaille sur des aciers caissons, des poutres en triangle, qui ne créent pas d'ombre en partie basse. On travaille sur un système verrier à triple sécurité. On travaille sur des amortisseurs dynamiques latéraux qui se lient au génie civil avec des textures microbillées, euh, finition brillante. Enfin, il y a un détail extrême euh, pour la réalisation de cet ouvrage qui m'a donné l'envie de rester en Chine. Un petit projet culturel aussi, c'est le centre franco-chinois. C'est un tout petit bâtiment dans le centre de Pékin. Là, donc, on se trouve à nouveau à Pékin, dans le centre-ville, les vieux quartiers de Pékin qui sont toujours conservés, 5 km sur 5, vieille ville, rez-de-chaussée, R+1 maximum. Et on crée, on rénove une très vieille cour pour accueillir le public. Alors, on est en structure CLT. C'est la première fois qu'on utilise le CLT à Pékin pour tous les architectes, j'ai envie de dire. On a fait fabriquer du CLT en Chine et on a rénové ce bâtiment avec une matière que vous connaissez sans doute déjà, c'est le chaux-chanvre. Bon, il n'y a pas comme en Belgique les blocs chaux-chanvre, mais depuis fin des années 90, avec l'architecte et ingénieur Arnaud Évrard, on a appris à utiliser le chaux-chanvre. C'est un mélange coffré, vous voyez que ça se coffre, c'est magnifique comme matière. On n'a presque pas envie de le recouvrir, mais on le fait travailler avec de la chaux. Et le chanvre, mélangé avec la chaux, a évidemment énormément d'avantages. C'est l'inertie tout en ayant l'isolation. C'est un matériau qui gère l'hygrométrie des espaces, des pièces. Euh, je vous conseille de vous intéresser aux matières végétales qui servent à isoler les bâtiments parce que chacune a un emploi, une logique de matière et il faut savoir distinguer le moment où il faut l'utiliser. En tout cas, je la conseille pour les bâtiments traditionnels, surtout en Belgique. Il ne faut pas utiliser d'autres matériaux, je pense, avec de la pierre naturelle. Le CLT, j'en parle parce que c'est essentiel. Si on passe à l'architecture du bois au XXIe siècle, il va falloir que chacun s'y colle. C'est du lamelé collé. Et le CLT apporte une chose, évidemment, c'est de pouvoir contreventer une structure. Pardon. Oui, le projet ici au Canada, des architectes Acton Stream qui ont bâti un bâtiment de 18 étages en structure lamellée. C'est un ouvrage exemplaire, je pense, qui permet de partir, d'avoir une jurisprudence. Il faut avancer. On voit que Londres part sur une tour de 300 mètres CLT. Bien sûr, ça ne nous euh, dédouane pas d'utiliser des fondations béton assez profondes, mais on va devoir apprendre à utiliser le CLT, notamment dans ses réactions à la flexion, au vent. À droite, c'est une tour sur laquelle j'ai travaillé avec Nicolas Normier et Bernard Viry. C'est une tour pour Shanghai qui fait 200 mètres de haut. Euh, on part sur un petit projet d'intérieur et je pense que chacun devrait s'attacher à travailler sur des détails au millimètre. On a vu des très grands projets là, mais en réalité, on va du kilomètre au millimètre. Et dans ce projet, on travaille sur le centre culturel français de Chine, situé à Pékin, où on a travaillé sur une maille métallique derrière laquelle on place toutes les techniques, 1,20 m de technique avec des passages, des passerelles, l'entretien.
une lumière tamisée, douce, mais qui permet la lecture et la concentration. C'est un projet où on a travaillé sur également le tissage euh, avec, euh, euh, avec un tapis en PVC recyclé et pour le mobilier avec Quadrat, une entreprise danoise. Vous voyez que ce plafond, on a dû faire enfin, nous, on a dû faire des modèles au bureau pour pouvoir chiffrer et faire cette proposition de plus de 1000 mètres carrés de toile acier et polycarbonate. Ce qui est intéressant dans le projet, c'est qu'on a pu développer du mobilier. Ça, je vous le conseille. Faire une chaise, c'est pas facile, il faut 6 mois. Autant que pour un bâtiment, je pense, parce qu'il faut faire des tests. Et cette chaise est une chaise en multiplex. On voit qu'il y a un appui avant, un très faible appui à l'arrière, en dossier. Rien d'autre. Le plywood, le multiplex, est porteur. Le bois naturel est là comme structure. La chaise et le design de la chaise est passionnant. Et ça se rapproche extrêmement des structures spéciales, également des ponts. Les principes de réflexion sont les mêmes, l'échelle est différente. Alors la ville est aussi un jardin et dans nos travaux, on va toujours essayer de diversifier notre travail en liant le paysage à l'architecture, le paysage à la ville, pour qu'il y ait réponse et entraide, évidemment, puisqu'on va faire profiter l'architecture du paysage. Dans les cas que je vais vous présenter, on parle plutôt de pavillons représentatifs, notamment de la Belgique. Et je vais commencer par le nuage de Magritte, qui a été dessiné pour l'exposition internationale de Pékin de paysages en 2019. Euh, on a essayé de développer une structure d'ombrage, pas un bâtiment, et on a essayé que ce bâtiment soit pérenne et puisse être conservé, alors que la plupart des bâtiments des expos sont démontés, ou détruits ou jetés. On a voulu faire une structure pérenne et s'attacher à représenter la Belgique au mieux pour ses qualités paysagères. On a cherché les points communs qu'il y avait entre la Chine et la Belgique du point de vue paysager, notamment les espèces communes, mais aussi travailler sur la technologie que les Belges, pour laquelle les Belges sont réputés. En effet, les Belges sont très connus pour leur adresse en high-tech, haute technologie, technique, et on a voulu le représenter par cette structure qu'on voit ici par drone, qui est une structure en tenségrité fermée. C'est une structure qui a été développée dans les années 70 et qui fait que chaque barre pleine est en compression pure et chaque câble ou tirant est en traction pure axiale. Donc, cette structure se pose et n'a jamais été réalisée en structure fermée parce qu'il faut énormément de précision pour la réaliser. Elle a été travaillée par l'ingénieur Kenneth Nelson, euh, qui a développé cette structure ouverte, qui prend un peu sa place comme elle doit se prendre. Maintenant, euh, je vous assure, ça n'a pas été une partie de plaisir. Enfin, si, ça a été une partie de plaisir, mais ça a été très difficile. On a dû monter et démonter cette structure 8 fois avant de pouvoir réaliser l'anneau central. Et c'était un challenge très stressant pour le bureau. En haut à droite, vous voyez les échantillons qu'on fait pour essayer de comprendre ces structures, la modéliser, la calculer, ce qui est très compliqué. Alors, on doit tout aux ouvriers qui ont voulu, avec nous, compléter ce projet et le réaliser. On a travaillé tard, parfois la nuit, pour trouver les solutions techniques de montage. Il ne suffit pas de concevoir, il faut aussi monter et avoir des connaissances sur la construction, dans la construction. Alors, il y a toujours ce rapport au ciel, la lumière au sol. On parle beaucoup de projection, d'ombre. Et c'est ici que je veux les féliciter. Sans eux, on n'y serait pas arrivé. Voilà l'équipe qui a été en charge du montage. Et ils ont tenu bon. Je crois que toute équipe européenne aurait abandonné après le troisième démontage. Eux, ils ont tenu bon, ils ont mené le projet à bout. Euh, Ça a été une réussite. Alors, c'est un lieu convivial, hein. Et ça, c'est l'équipe qui a participé au projet, que ce soit clients, familles qui nous ont soutenus, et les architectes du bureau, et les paysagistes.
Alors, ici, je vous parle de la même expo et pour laquelle on a été mandaté par l'UNESCO pour créer un pavillon. Et là, on a choisi de faire un pavillon assez simple et de travailler avec le bambou, qui est pour moi la plus belle des herbes, la plus solide des herbes. Et on a voulu tester l'architecture de l'herbe. Alors, c'est une structure qui finalement s'est révélée assez belle. C'est un passage pour regarder un jardin, mais entre deux jardins. Les bambous sont des bambous géants qui sont arrimés à une épine dorsale qui, elle, est un élément métallique de 12 cm. L'architecte jeune qui a été responsable du projet avait 24 ans, 26 ans. Elle a fait le voyage pour choisir les bambous, assécher les bambous et, définir les besoins avec le forestier. Ce sont des bambous géants qui poussent en altitude. Rappeler que le bambou pousse très très vite. Alors comme ça devait être non pérenne, ça l'est en fait. Les fondations ont été réalisées, ancrées dans le sol, donc pinées, ce qu'on a pinées dans le sol, et elles sont donc amovibles. Elles ont été toutes préfabriquées puis posées et nivelées. Le paysage a été planté par les visiteurs, c'est la carte du monde, et pour l'UNESCO, cela représente l'investissement que chaque citoyen peut apporter à notre planète. Le soir, l'éclairage est sobre. Et là, on a utilisé de la luciférase mélangée à du verre, euh, placée autour des jardins. Donc, elle capte la lumière du soleil et la rend le soir. La petite demoiselle que vous voyez là, c'est ma fille qui tient des cailloux en main. C'était une expérience didactique et extrêmement intéressante et très paisible. Ça a donné un paysage extrêmement paisible. Là, je vous parle de la Hollande rapidement, à nouveau pour le pavillon 2022 d'Almere, à côté d'Amsterdam. On a à nouveau travaillé sur un petit pavillon CLT, terre, toile, trois matières. Pour le paysage est comestible, c'est-à-dire que le paysage se mange et les invités sont invités donc à découvrir chaque plante. 150 à 170 plantes différentes comestibles qui se démarquent évidemment des 35 espèces de végétaux qu'on peut trouver dans les supermarchés. La nature est très riche. Vous voyez, même en bas, on a de l'herbe Coca-Cola qui a un goût de coca, en fait. Alors, ce bâtiment devait être démontable. Donc, ça veut dire qu'on a démonté le CLT, mais tout le reste est fait en terre comprimée, briques comprimées, pisées au sol, en extérieur. C'est vraiment particulier. Les murs on peut les planter. C'est-à-dire qu'on voit que les murs deviennent support du végétal, support de la vie. Et donc, au démontage, on a démonté la partie bois et les quelques piliers acier, les quelques piles acier qui tiennent la toile. On a tout remis au sol et la nature a repris ses droits sur le terrain. Et là, il faut féliciter Grun, nos partenaires, CLT Système de Liège, qui ont travaillé avec nous en partenariat pour exécuter la conception et la construction en 3 mois, ce qui est exceptionnel dans un environnement européen. On voit en bas à droite, à gauche, une dalle emplisée en extérieur, figée par Grunt, avec de l'huile de lin cicative, de l'huile de lin cuite. Je parle de la Terre parce que la Terre fait partie aussi des grands enjeux du XXIe siècle et on doit s'y atteler, je pense, en tant qu'architecte. Il faut explorer la matière, que ce soit en pisé, plus cher évidemment, qu'en briques préfabriquées, qu'en enduit. On voit que le pisé aujourd'hui peut même être préfabriqué, notamment par l'ingénieur architecte Martin Rausch en Autriche. Et à gauche, là, on voit le partenariat entre Engela, Boscam et Grunt pour la création de briques sable légèrement stabilisées à la chaux. La ville est aussi un outil de représentation et à un moment, les organismes de la ville doivent être représentés par les bâtiments qu'ils habitent.
Et ça a été un choix pour la Belgique et de s'installer dans un nouveau bâtiment, démolir l'ancienne ambassade de Belgique à Pékin notamment, pour en reconstruire une nouvelle. C'est un projet que Engelab a réalisé avec le bureau belge Agua, qui est situé à Bruxelles. Et c'est une collaboration extrêmement fructueuse puisque on a des professionnels dans tous les domaines, que ce soit dans l'intérieur, l'architecture, l'ingénierie euh, et l'étude des matières et des matériaux. Alors on a un bâtiment qui est une cour et un espace bureau aux étages. Pour la cour, nous avons démoli le bâtiment ancien, récupéré toutes les parties minérales, que ce soit les bétons, les briques, les joints, de tout. Et on a refait une brique, énormément d'échantillons évidemment, mais on a refait une brique composite qui est liée par un liant ciment simple à 30%. La cour reprend un thème commun de la cour chinoise, de l'espace de cour de certains de nos bâtiments en Belgique. La brique grise et rouge a du sens ici pour les deux cultures. Et les étages sont faits en bois. C'est le premier bâtiment construit en structure bois dans la capitale chinoise. Euh, et pour la Belgique, je trouve que c'est un bon exemple parce qu'on a travaillé avec le bois en structure, alors que c'est une culture multimillénaire en Chine de travailler avec le bois, alors que les bâtiments contemporains n'existent pas en structure bois à Pékin. Et l'autre, c'est qu'on travaille avec des déchets de démolition pour représenter un pays. Donc je trouve que la Belgique, là, a fait des bons choix sur le projet et sur la qualité de sa représentation. Tout à fait différent pour l'ambassade de France, qui fait un peu plus chaud. Là, on travaille sur une façade rideau bioclimatique qui aspire l'air des jardins en partie basse et la rejette en partie haute, notamment pour protéger soit du froid l'hiver et des surchauffes d'été. On voit le système de ventilation qui est flexible selon la saison et les températures. Alors pour moi, ça a été aussi un autre apprentissage parce qu'on a travaillé avec la soudure comme élément esthétique, c'est-à-dire des soudures beaucoup plus grosses que ce qu'il ne faut. Mais par contre, on ne voit pas les cordons de soudure, on voit que le travail a été fait pour arrondir et rendre les assemblages acier plastiques avec une continuité des surfaces. Le verre est bien sûr sur la droite, on le voit pincé, donc on ne perce pas le verre, alors que dans le cône, dans la partie sphérique, qui est en fait une partie de cône qui nous permet d'avoir une seule courbure, là on est en support point araignée, donc on pénètre le verre. Alors, Engelab a travaillé énormément, avec énormément de partenaires dans le domaine de l'énergie, notamment avec Tetra Pak, Pepsi, Sidel, EDF, notamment Veolia, Dalkia, Alstom, dans tous les domaines de la production d'énergie. Ça nous a permis d'avoir une certaine expertise et de pouvoir transmettre une connaissance de la production d'énergie, en tout cas comprendre les enjeux de ces grandes sociétés qui finalement euh, dépensent et fournissent la grande majorité de notre énergie, bien plus qu'une architecture de logement. La ville est synonyme de mobilité. Donc là, je vais parler d'un autre type de projet qui est notamment le travail qu'on doit faire tous pour le vélo. Alors, c'est pas un sujet facile parce que dans les villes existantes, on n'a pas toujours la place et parfois il faut la trouver. Là, ça a été une demande de la ville à nouveau de Pékin de faire circuler les vélos sur une distance de plus de 6 km et de créer l'initiation d'un ring vélo autour de la ville. Il faut savoir qu'il y a 25 millions d'habitants à Pékin, qu'il y a 6 rings. Là, on est à peu près entre le troisième et le quatrième ring et qu'on veut faire un ring vélo avec des pénétrations vers le centre-ville. On commence par le nord parce que le besoin de ce quartier de 400 000 habitants est extrêmement important. On voit qu'il y a une fracture entre les zones d'habitation et les zones de travail en gris, les zones d'habitation en jaune. 400 000 habitants à droite. Ces gens, pour la plupart, la moitié en tout cas, travaillent à gauche ou dans d'autres parties de Pékin et doivent prendre le métro. Je ne parle même pas de voiture ni de bus. Là, c'est presque impossible.
Je parle de métro avec une file d'attente d'une heure et demie le matin à l'extérieur du bâtiment de métro pour pouvoir faire 25 minutes de métro. Là donc, une piste de vélo que NG se propose de réaliser de façon rapide. On cherche donc à faire 6 km. On ne, on ne croise aucune voiture et on va du travail, de la maison au travail et du travail à la maison en maximum 30 minutes, 30-35 minutes en réalité. Alors, on a travaillé sur cette voie aérienne. C'est évidemment un investissement conséquent, mais une partie se trouve en aérien, l'autre partie se trouve au sol. Ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'il y a de la préfabrication dans le travail. On a travaillé cette passerelle avec des poutres ouvertes qui demandent moins d'entretien que les poutres fermées qu'elles sont. Tout est accessible, les gaines sont accessibles, il y a de la démontabilité, tous les garde-corps sont en aluminium et donc pas de rouille. Et les portées sont à 50 mètres. On est sur un tirant d'air de 4,50 m pour le passage des pompiers. Vous voyez qu'il y a un aller-retour, il y a une bande rouge au milieu qui permet aux heures de pointe d'accueillir la direction principale. On a travaillé donc en préfabrication et pour vous dire, on a pris 1 an pour concevoir le projet, mais le gros œuvre a été fait en 6 mois. Donc pour 6 km, c'est exceptionnel à nouveau. C'est la préfabrication et la modularité qui a permis ce genre de travail. Alors, on s'est fait aider évidemment par un bureau d'ingénieurs, un bureau d'études, et on a travaillé avec un bureau hollandais sur la mobilité vélo et sur les moyens de stockage du vélo. Vous voyez qu'on peut stocker des vélos en quantité. On met une pièce ou un QR code et on prend un vélo. Euh, il y a des montées qui aident les personnes âgées à monter leur vélo en altitude sans avoir besoin d'ascenseur, qui finalement est consommateur d'énergie. Et sur toute la durée du trajet, on retrouve à la fois des petits locaux d'entretien pour la réparation des vélos, des toilettes, des descentes et des montées, évidemment, et sous le pont, des espaces publics, des jardins, des zones à l'ombre, des zones protégées de la pluie. C'est-à-dire que l'espace public créé par cette passerelle devient un lieu pour la ville aussi. À nouveau, toute l'équipe, sans l'équipe et la diversité des compétences de l'équipe, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Et donc, pour cela, à nouveau, je vous conseille de travailler dans une équipe diversifiée qui s'occupe de projets variés. Un petit mot sur le tramway. Les architectes sont parfois mandatés pour faire des bus, pour faire des trams. C'est un travail hyper intéressant. Là, c'est un travail avec Alstom pour créer un tramway qui est un peu rétro quelque part. Mais vous voyez que les fenêtres sont à la hauteur d'assises. C'est-à-dire qu'on est assis dans un tramway comme celui-là. On est projeté sur l'extérieur et on a une vue sur le site industriel qu'il traverse. C'est une ligne de 8 km, elle n'est pas très longue pour la Chine. Mais donc c'est un petit tramway, c'était passionnant de travailler sur ce domaine. Alors, quand on parle de mobilité, on parle d'ouvrage d'art. Là, je vais vous parler d'un pont sur lequel j'ai travaillé pendant 9 ans. Et là, on se trouve sur un ouvrage de 1500 mètres de long, mais le pont fait 600 mètres, 150 mètres en extérieur, 2 fois. C'est un pont haubané, et 300 mètres de portée pour la portée principale. On traverse le fleuve Mer de la capitale, et en même temps, ce pont, se trouvant sur l'artère principale d'entrée dans Pékin, euh, en fait une porte de ville. Vous comprenez donc maintenant l'idée des deux portes, la porte des montagnes et la porte de la ville. L'une fait 76 mètres de haut à droite, 120 mètres de haut à gauche, et vous voyez que les arcs sont gauches, c'est-à-dire que ce ne sont pas des arches droites, elles prennent l'angle des courants du fleuve principal pour limiter la prise de l'eau sur les fondations. Un travail passionnant parce qu'on travaille sur une autre échelle, on travaille sur 47 mètres de large, sur des poids conséquents, on est à 45 000 tonnes d'acier qui ont été optimisés par des outils. On voyait que la complexité fait qu'on doit travailler avec des outils informatiques, là, on a cherché,
pour ce projet, on a utilisé notamment le projet Katia. Alors ici, je vous ai parlé du travail à plusieurs échelles et parfois, effectivement, la taille compte. Euh, Juste une petite note, pour un pont comme celui-là, quand on place l'anneau supérieur d'un pont comme celui-là, on fait une étude d'un mois de dilatation de l'arc, des deux branches de l'arc. On sait avec GPS où elles vont se trouver. On dépose le sommet de l'arc dans le vide et on arrive à 4 heures du matin sur chantier. On attend que le soleil sorte, chauffe l'acier et on laisse les deux branches latérales rejoindre la pièce. C'est à ce moment-là qu'on soude. Donc on ne pose pas la pièce à froid. On choisit le moment et on laisse le pont chercher la pièce. C'est une toute autre démarche. Vous voyez nos deux stagiaires en bas à gauche, là, à côté d'une pièce du pont, une pièce de la tour. Alors, on a travaillé avec Katia, je vous l'ai dit, ce qui nous a permis de travailler en temps réel sur la réactivité de la structure, à tous les changements, notamment d'épaisseur, puisque l'idée a été d'optimiser toutes les épaisseurs de plaques et de minimiser au maximum la quantité d'acier utilisée. C'était la première fois que le programme d'assaut Katia a été utilisé pour la conception, euh, l'ingénierie, le calcul, mais aussi la réalisation et la conception-montage. Ça nous permet de visualiser tout et aujourd'hui de maintenir l'ouvrage d'art, c'est-à-dire de contrôler ses vibrations, sa dilatation. On a des sondes sur tout le bâtiment qui nous permettent, sur tout le pont, qui nous permettent de voir son évolution et sa vie et sa réactivité par rapport aux éléments. Donc, ça a été une autre aventure, énormément d'apprentissage pour ce projet qui a pris quand même 9 ans de ma vie personnelle. Alors, je vais parler d'héritage, de ville, d'héritage, en parlant de Shokang. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années, à peu près, sur un site industriel important qu'on peut retrouver ici chez nous à Liège, à Charleroi. Euh, Là, on se trouve également en périphérie de Pékin. Et on travaille sur un site industriel, industrie lourde, pollution, machines, hauts fourneaux. euh, et le bureau Engilab gagne le concours de réhabilitation de l'ensemble du parc industriel contenant les grosses machines. C'est-à-dire que on travaille en bord du fleuve et on va ramener le paysage dans ce site industriel en essayant d'utiliser les machines. Alors, on ne fait pas comme dans la Roue au Luxembourg, des monuments paysagers, des sculptures, mais là, on fait vraiment on essaye de rendre les bâtiments habitables, visitables par le public, praticables pour arriver à l'équilibre économique, ce qui est très compliqué dans ce genre de situation. Euh, on fait de la remédiation euh, écologique parce qu'on a besoin d'extraire les polluants du sol. On a travaillé entre autres en partenariat conseil avec l'Université de Mons sur ce sujet pour les coqueries. On s'est retrouvé devant un haut fourneau venant de Liège qui a été démonté à Liège dans les années 80 et remonté en Chine. C'était donc passionnant pour un petit bureau belge comme le nôtre de se retrouver face à cette machine venant de Belgique, de Liège entre autres. Alors voilà, pour ce genre de projet, évidemment, on utilise la 3D, le scan 3D, les nuages de points, pour essayer de déterminer ce qu'on garde, ce qu'on enlève, parce qu'il y a du tri à faire pour ne pas s'occuper de tout et exploser les budgets. Alors ici, on voit que l'un des 4 au fourneau s'est transformé en gamer center, c'est-à-dire c'est des gamers qui travaillent, qui jouent sur écran à des jeux informatiques. Se trouve à 500 personnes autour d'une arène. Vous voyez à droite le process, démontage, remontage, la protection des surfaces qui est importante parce qu'on a voulu conserver la patine des vieilles peintures, de la rouille ce monument que les personnes âgées de la ville viennent encore voir parce ils y ont travaillé, que les écoles viennent voir parce que c'est un apprentissage du passé qu'on ne reproduit plus. Les nouvelles installations ont été déplacées côté mer et cette partie de la ville, cette partie d'industrie lourde, polluante, fait aujourd'hui partie de la ville. Les fours, les dépoussiéreurs, l'accessibilité, ascenseur et
piétonne. Sur ce même site, on voit une centrale de désulfurisation qui a été transformée en bâtiment public. Le rez-de-chaussée est complètement libéré, les anciennes structures béton étaient conservées, mais la plupart du travail se fait aux étages. On voit que ce bâtiment est très public avec un accès au tramway, une expo, et alors des lieux d'expo à gauche, des lieux de bureaux à droite, puisque le bâtiment était divisé en deux. On a travaillé sur une mèche en cortène particulière qui protège à l'est et à l'ouest des ensoleillements, de l'ensoleillement. Très confortable en fait cette mèche. Elle fait en fait 5 mm d'épaisseur. Je pense que c'est la mèche la plus fine qu'on ait fait en acier, sans support arrière, c'est-à-dire qu'à l'arrière, on n'a que quelques boutons étirants. Euh, on a réussi à la faire aussi fine parce qu'on lui a donné une courbe et on a tissé, on a cousu ces pièces, ces courbes les unes aux autres. Dans un site comme celui-là, on retrouve des tours de refroidissement. Alors, ce ne sont pas des lieux pollués, on n'y retrouve que de l'eau, la vapeur d'eau. Euh, et là, on voit la trace des minerais de fer le long des parois de ces tours de refroidissement qui font quand même 70 mètres de haut, 50 mètres de diamètre. La grande question est ce qu'on en fait. Ce sont des coquilles d'œufs. Et les experts belges sont extrêmement compétents dans le domaine. Alors, on le transforme en salle de prière, en temple, en salle d'expo. Euh, et là, il y a un mois, j'ai pu voir que la dernière a été transformée en terrain de basket, donc lieu de sport et des jeunes. Il y avait justement une compétition quand j'y suis allé et c'était fantastique de voir ce lieu pratiqué par les jeunes. Tout ce site est dédié aux jeunes, en fait, au sport, au bien-être, alors qu'on est dans un site avant qui était très, très pollué. Là, on voit les anciens silos à gauche qui ont été rénovés grâce à notamment des scies belges de découpe de carrière. Bureaux, restos, expos, salle de conférence en sous-sol, terrain de sport, basket en haut, salle de gym à droite, ping-pong, un programme hyper diversifié dans ces silos qui a été utilisé par le comité olympique des Jeux d'hiver 2022, ce qui nous a aidé à amener les JO dans ce site. Alors, on parle d'héritage, et là, en quelques minutes, je vais vous dire que les architectes ont accès à l'archéologie. On a essayé de faire beaucoup de choses pour ce site. C'est le site des pyramides du nord de la Chine, qui sont au nombre de 216 à 218. Il y a de très vieilles traces. Et on voit qu'elle se situe dans une ancienne vallée fertile au milieu du désert de Gobi. On voit de l'espace. Et ce qu'on a étudié, c'est quelque part comment elle se place dans l'espace. On a remarqué assez facilement, hein, il n'y a pas de grande découverte là, que la position de la tombe, du tombeau, de la pyramide, se trouve au cœur de la courbe générée par la courbe du rectangle d'or, donc la proportion 1,618 en proportion. Ça, c'est donc le lien que les anciens rois retrouvaient avec la Terre. C'est la loi, une sorte de loi universelle. On a essayé de rendre universelle, ce n'est pas toujours le cas, mais il y a 1000 ans, cette loi a marqué cette civilisation oubliée qui a disparu. Il n'y a plus personne ne parle le Tangout, ce qui nous a permis de voir cela. Par contre, vous voyez que dans le dessin en bas à gauche, deux tombeaux, deux territoires de tombeaux se croisent et se superposent, qui est absolument euh, extravagant pour le tombeau des rois en général. Euh, Deux monuments comme cela ne se croisent pas. Et donc, il doit y avoir une loi supérieure, plus grande encore, qui a dû générer la position de chaque tombeau avant même de générer le périmètre. Donc, il y a dû y avoir un moment zéro. On a essayé de trouver. Et c'est en reprenant la position des tombeaux et sur Photoshop, on a retourné l'image pour mieux voir les points. Et on s'est retrouvé devant le cosmos. Donc, la loi du cosmos est apparue et ça nous a donné donc, un nouveau départ pour comprendre cette civilisation qui s'approchait aux lois de la Terre et aux lois du cosmos. Alors, la ville, c'est le sport. Et
En tant que jeune ingénieur, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec Bernard Viry, Bouygues, Vinci sur le stade olympique des JO 2008. Là, vraiment comme consultant, parce qu'on travaillait sur des tôles d'acier qui étaient beaucoup trop épaisses, 10 centimètres, qui demandaient de la robotisation dans la soudure, alors qu'on avait de jeunes soudeurs formés sur le tas qui pouvaient donc souder maximum 6 à 8 centimètres maximum, avec des chanfreins des deux côtés. Donc, on a abandonné la toiture du stade, qui est un grand geste, mais obligatoire pour arriver au bout du travail et minimiser les soudures de 8 centimètres au minimum et que tous ces soudeurs qui fabriquaient ces sculptures autour du stade puissent finir leur travail. Voilà ce que ça donne, 80 000 places, et donc un projet réalisé par les architectes Herzog et de Meuron, qui est aujourd'hui encore en usage. Je passe là au snowboard et aux Jeux Olympiques. Alors, les infrastructures sportives, c'est vraiment particulier, surtout pour le Big Air. Le Big Air qui se place, comme je vous l'ai dit, on a eu un appel de la Fédération internationale de ski et du comité des Jeux Olympiques pour se placer dans ce vieux site industriel en rénovation, en réhabilitation, pour témoigner aussi le fait que la Chine s'occupe de son patrimoine du XXe siècle. Il n'y a pas que l'architecture Qing, Ming ancienne, mais il y a aussi l'industriel et le XXe siècle qui devient euh, important dans la partie intangible dont je parlais au départ. Alors, c'est un sport tout nouveau qui date de 96 et qui s'est placé aux abords d'un lac et des tours de refroidissement. Il n'a jamais été créé de structure permanente pour ce sport. Et donc, il a fallu tout inventer. Et donc, il y a une mission d'Engilab pour le sport, pour la création de la structure, pour l'éclairage, pour la technique de création, en tout cas, fabrication de la neige, parce qu'il fallait des plans B et même des plans C et même des plans D pour la fabrication de la neige, au cas où on n'avait pas de neige sur site. Or, on a utilisé une manière très simple. On a utilisé l'eau des lacs, des pulvérisateurs de gouttelettes la nuit quand il gèle, stockage de neige en suffisance. Et finalement, ben, la neige fondante a été récupérée dans les lacs et c'est devenu un cycle. Alors, une structure d'apparence complexe, mais en réalité très simple. C'est de la poutre. Poutre caisson, on ressemble un peu à un arc à flèche japonais, je trouve, en chantier. C'était un chantier intéressant. Et des sportifs super enchantés. Alors, des sports comme ça, c'est le plus vieux des sportifs doit avoir à la compète de 2019, puisqu'on a ouvert le stade avant même les JO. Le plus vieux avait 32 ans, extrêmement dangereux. On fait des sauts de plus de 30 mètres. Il a fallu étudier le vent aussi pour ne pas les gêner. Mais voilà le résultat. Je trouve assez beau. Le fait aussi que les gradins permanents soient sous le niveau de l'eau, puisque l'eau avait 5 mètres de profondeur, on en a profité. Alors là, pour les JO, on voit les gradins temporaires qui sont hors de l'eau, mais la ligne de l'eau a été conservée dans les situations permanentes. Et la partie très techno des sièges et des gradins a été effacée. Petite chose, pour terminer cette présentation. Euh, c'est quelque chose qui nous occupe actuellement. Alors, c'est un projet qui est dirigé par Diane Hennebert, qui a été en charge de l'Atomium et de la maison de la Villa en Pin, notamment, qui est pris en charge par le bureau d'architecte Origine. Et Engilab est conseiller pour ce projet, puisque notre expertise sur l'architecture traditionnelle chinoise date quand même de 25 ans. On a travaillé énormément sur la protection du patrimoine des villes anciennes chinoises, notamment sur 2 villes fortifiées. Et là, on vient apporter notre expertise, notamment sur le pavillon ou le palais chinois de 1910, qui a été commandé par le roi Léopold II, et la tour japonaise, qui a été construite, préfabriquée en tout cas, au Japon, et montée à Bruxelles à Laken. C'est un projet complexe parce qu'il y a dans ce bâtiment une cinquantaine de techniques utilisées, des styles Empire, Art Nouveau, Rococo, chinois, Khmer, japonais, avec énormément d'erreurs de fabrication dès le départ. En fait,
particulier parce que l'architecte de l'époque était français. Et à mon sens, les architectes européens n'étaient pas familiers de la structure bois. Et on retrouve notamment là en bas un poteau de bois posé sur une pierre, le poteau étant plus petit que la pierre. Ce qui veut dire que l'eau de ruissellement le long des colonnes s'infiltre euh, sous la colonne par, capillarité et abîme évidemment la colonne, et ça se retrouve dans tout le bâtiment. On voit bien que les Européens sont des architectures de la terre, de l'air, de la pierre. On a cette culture de l'ordre grec qui nous vient de loin, mais par contre qui ne suppose pas en structure bois, qui ne permet pas les mêmes techniques et les mêmes systèmes de pose. Chaque matière a sa volonté. Alors, c'est un pont entre les cultures asiatiques et européennes, et c'est un projet qui, personnellement, me plaît beaucoup, parce qu'il est à la fois culturel, diplomatique, et il va dans le sens de notre bureau, qui est cette plateforme de collaboration entre l'Asie et l'Europe internationale. Donc, c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur et qu'on essaie de terminer le plus rapidement possible. Alors voilà, j'ai voulu, j'espère que j'ai pu en intéresser certains. Le but n'était pas le développement de quelques projets architecturaux pour évoquer notre savoir-faire de chaque projet, mais plutôt pour évoquer la diversité que vous pouvez chacun atteindre. Je l'appellerai la méthode Léonard de Vinci, qui faisait pas mal de choses à la fois. Apprendre plusieurs choses lentement, je pense, a autant de valeur qu'apprendre une spécialité rapidement. Et c'est un choix que vous devez, à mon avis, tous faire le long de votre parcours, que chacun peut encore faire. J'espère que cette présentation vous a apporté, et va faire que vous développerez votre curiosité, que vous vous attacherez à la diversité. C'est un garant de la durabilité, à mon sens. Que vous avez du talent. Vous êtes formé en Belgique par des institutions, et vous êtes soutenu par un ordre qui est l'ordre des architectes belges, auquel vous pouvez toujours vous référer pour vous aiguiller dans votre parcours professionnel. En tout cas, je vous conseille de travailler dans le meilleur des environnements possibles, dans le meilleur bureau possible, et de travailler en accord avec votre personnalité et vos passions. Et ne surtout jamais sous-estimer votre potentiel. Je vous l'ai dit, les architectes belges sont extrêmement demandés dans le monde entier. Je vous remercie pour votre attention, et au nom de toute l'équipe d'Engilab et de l'Ordre des architectes, je vous souhaite un beau voyage à travers l'architecture. À bientôt.